Si je suis honnête, je ne pense pas que les réseaux sociaux m'ont rendue plus heureuse. Je pense qu'ils m'ont rendue plus occupée, plus distraite et étrangement insatisfaite. Et il m'a fallu des années pour remarquer la différence. Et le plus étonnant, c'est que je n'étais pas malheureuse. C'est justement pour ça que c'était si difficile à voir. Je n'étais pas au fond du trou, je n'étais pas en train de traverser une période terrible. J'avais juste cette impression discrète et silencieuse que quelque chose n'allait pas tout à fait. Comme si j'étais toujours légèrement en retard, toujours un peu agité, toujours en train de tendre la main vers quelque chose sans vraiment savoir quoi. Et puis un jour, sans drame, sans grand événement, je me suis simplement mise à me demander « Est-ce que c'est vraiment comme ça que je veux utiliser mon attention ? Oui, c'est une vraie question. Est-ce que c'est réellement un choix de ma part ? Ou est-ce que ça se produit tout seul, automatiquement ? Parce qu'il y a une vraie différence entre les deux. Et la plupart d'entre nous, si on est honnête, ne se sont jamais vraiment arrêtés pour se demander lequel des deux c'est. Bienvenue sur Talk Paris, le podcast de conversation en français. Moi, c'est Guillaume. Et moi, c'est Coralie. Déjà distraite, visiblement. C'est assez bien choisi pour aujourd'hui. Franchement, oui. Bienvenue à tous. Dans ce podcast, on parle de la vraie vie, de vraies conversations, de situations réelles, exprimées dans un français naturel du quotidien. Le genre de français que les gens utilisent vraiment quand ils parlent entre eux. Pas un français de manuel, pas un français trop formel, juste du français vivant et naturel. Et aujourd'hui, on parle de quelque chose qui touche presque tout le monde dans la vie quotidienne en ce moment. Les réseaux sociaux. À quoi ressemble vraiment notre relation avec eux, jour après jour ? Et qu'est-ce qu'une seule journée sans eux pourrait nous faire ressentir ? Ça paraît être une petite question au départ, mais plus on en parlait en préparant cet épisode, plus le sujet devenait intéressant. Vraiment plus intéressant. Bon, avant d'aller plus loin, petite question pour tous ceux qui nous écoutent ou nous regardent. On est sincèrement curieux. Combien d'heures par jour passez-vous sur les réseaux sociaux ? Oui, prenez juste un instant pour y penser honnêtement. Et si vous voulez, laissez une petite réponse en commentaire. Quelque chose de simple. 1 heure, 30 minutes, 2 heures, plus de 3 heures. Aucun jugement, vraiment. On a juste envie de savoir. Parce que je pense que beaucoup de gens ont un chiffre en tête, puis regardent leur temps d'écran, et découvrent que le vrai nombre est très différent de ce qu'ils imaginaient. Oui, très différent. La première fois que j'ai vraiment vérifié le mien, je pensais voir peut-être 1 heure et demie. En réalité, j'approchais des 3 heures, et honnêtement, j'étais incapable de dire où tout ce temps était passé. Alors laissez votre chiffre en commentaire, on adore les lire. Et honnêtement, c'est une chose utile à savoir sur soi-même. Revenons à ce que j'ai dit tout au début, parce que je pense que ça mérite qu'on s'y arrête un instant. Je ne pense pas que les réseaux sociaux m'ont rendue plus heureuse. Je pense qu'ils m'ont rendue plus occupée, plus distraite et étrangement insatisfaite. C'est une chose assez honnête à dire. Oui, et il m'a fallu beaucoup de temps pour réussir à le formuler comme ça, parce que quand on est au milieu d'une habitude, on ne l'examine pas vraiment. C'est simplement ce qu'on fait. Exactement. On se réveille, on fait défiler. On a 1 minute libre, on fait défiler. On s'assoit pour manger, on fait défiler. Ça devient tellement tissé dans la journée que ça ne ressemble même plus à un comportement. Ça finit simplement par ressembler à la vie normale. Et cette insatisfaction, tu peux l'expliquer un peu plus ? Je pense que c'est la partie la plus difficile à décrire. Oui, ce n'était pas comme si je faisais défiler en me disant « je déteste ça ». C'était plus subtil que ça. Après un long moment sur mon téléphone, je le posais et je me sentais un peu à plat. Pas triste, pas bouleversée, juste un peu moins bien qu'avant de l'avoir pris, comme si quelque chose avait été retiré sans que je m'en rende compte. Comme une fuite lente. Exactement, comme une fuite lente. Et comme c'était progressif, et qu'il ne s'était rien passé de spectaculaire pour provoquer ça, je ne faisais jamais le lien avec le fait de faire défiler. Je pensais juste que j'étais un peu fatiguée, ou un peu à côté ce jour-là. Il m'a fallu très longtemps pour voir le schéma. Et quand tu dis « plus occupé », tu voulais dire quoi exactement ? Être sur les réseaux sociaux crée une forme étrange d'activité permanente. On consomme toujours quelque chose, on traite toujours quelque chose, on réagit toujours, même si c'est seulement dans sa tête. Quelqu'un publie quelque chose et on a une petite réaction. On est d'accord, pas d'accord, on ressent un peu d'envie, on est content pour la personne, peu importe. Et toutes ces petites réactions s'accumulent tout au long de la journée, les unes après les autres. Donc même si on est juste assis à regarder un écran, le cerveau, lui, travaille vraiment beaucoup. Oui, il traite une grande partie de la vie des autres. C'est ça.
Une énorme quantité de contenu, d'opinions, d'images, d'actualités, d'humour, de drames, tout ça passe dans notre tête. Et à la fin de la journée, le cerveau est fatigué. Mais il est fatigué d'une manière étrange, parce qu'on n'a rien fait qui paraisse clairement fatigant. On a juste été assis à faire défiler. C'est une façon vraiment intéressante de le voir, parce que je pense que beaucoup de gens, quand ils se sentent fatigués après une journée passée à beaucoup utiliser leur téléphone, attribuent ça à autre chose. Le travail, le stress, le manque de sommeil. Et ces raisons peuvent être vraies, bien sûr. Mais cette consommation permanente en fait aussi partie. Oui, ça ajoute une charge mentale sans qu'on remarque vraiment qu'elle est là. Exactement. Et la partie distraite, je pense que c'est la plus évidente, mais aussi celle que les gens écartent le plus facilement. On se dit, oui, les réseaux sociaux distraient, on le sait déjà. Mais je pense que cette distraction va plus loin que le simple fait de perdre du temps sur son téléphone. Je pense qu'elle change aussi la manière dont on arrive à prêter attention, même quand on n'est pas sur son téléphone. C'est ça qui m'a le plus surpris quand j'ai commencé à y réfléchir. Parlons justement du côté automatique, parce que je pense que c'est au centre de tout. Quand tu dis automatique, tu veux dire quoi exactement? Je veux dire cette manière d'attraper son téléphone sans l'avoir vraiment décidé, sans pensée consciente. Il y a une petite pause dans ce qu'on fait, un moment d'attente, un espace entre deux tâches, quelques secondes de vide, et la main va toute seule vers le téléphone. On ouvre une application, puis un instant plus tard, on revient un peu à soi et on se dit « Attends, je n'avais même pas prévu de faire ça. » Et le problème, c'est que ça va tellement vite qu'on ne s'en rend même pas compte la plupart du temps. Le téléphone est déjà dans la main, et on fait déjà défiler avant même que le cerveau ait enregistré une décision. Oui, c'est vraiment automatique, comme changer de position ou cligner des yeux. Ce n'est plus un choix, c'est presque un réflexe. Et je pense que beaucoup de gens, s'ils s'observaient vraiment pendant une seule journée, seraient surpris du nombre de fois où ça arrive. Pas une utilisation volontaire, mais un geste réflexe. J'ai essayé de faire ça un jour. Je n'ai rien changé, je me suis juste contentée de remarquer chaque fois que je prenais mon téléphone. Et honnêtement, c'était inconfortable, parce que c'était énorme. Bien plus que ce que j'aurais imaginé. Quand tu dis énorme, ça ressemblait à quoi? Je posais mon téléphone, puis je le reprenais 2 ou 3 minutes plus tard. Pas parce que quelque chose avait changé, pas parce que j'attendais un message, juste parce que je le reprenais. L'envie était déjà en train de s'accomplir avant même que j'y pense. Et tu l'avais déjà vérifié? Il n'y avait rien de nouveau. Mais tu le regardais quand même. Oui, quand même. Parce que l'habitude ne se soucie pas vraiment de savoir s'il y a quelque chose à trouver. Le geste lui-même est devenu la chose. Ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait croire que la récompense, c'est de trouver quelque chose. Un message, un like, une vidéo drôle. Et parfois, oui. Mais très souvent, il n'y a rien de particulièrement satisfaisant. On fait défiler un peu, on repose le téléphone, on se sent à peu près pareil. Puis on recommence. Dit comme ça paraît presque étrange. Mais dans le moment, ça semble normal, parce qu'au fond, c'est devenu normal pour la plupart des gens. Parlons du temps, parce que c'est là que beaucoup de gens sont le plus surpris quand ils regardent vraiment les chiffres. Oui, parce qu'il y a une vraie différence entre le temps qu'on décide de passer sur les réseaux sociaux et le temps qui s'y fait absorber sans qu'on s'en rende compte. Encore une fois, il y a le temps choisi et le temps automatique. Exactement. Si on décide, je vais m'asseoir 20 minutes pour voir ce que les gens ont publié, peut-être regarder quelques vidéos, là c'est un choix. On sait ce qu'on fait. Et en général, on s'arrête plus ou moins quand on l'avait prévu. Mais l'usage automatique ne fonctionne pas comme ça. Comme on n'a jamais vraiment pris la décision de commencer, on ne prend pas non plus la décision de s'arrêter. On dérive simplement jusqu'à ce que quelque chose nous en sorte. Et le temps s'accumule d'une manière difficile à suivre, parce qu'il arrive en petits morceaux. 5 minutes ici, 10 minutes là, 15 minutes pendant le déjeuner, 20 minutes avant de dormir. Pris séparément, aucun de ces moments ne paraît important. Mais à la fin de la journée, on regarde son temps d'écran et on voit quelque chose comme 3 heures. Et honnêtement, on ne sait pas où c'est passé. Parce que ce n'est pas parti en un seul gros bloc. Ça s'est simplement échappé en petite quantité, toute la journée, tous les jours, sans jamais donner l'impression qu'on y consacrait autant de temps. L'année dernière, j'ai eu un moment comme ça. J'ai regardé mon rapport hebdomadaire de temps d'écran. Tu sais, celui que le téléphone envoie à la fin de la semaine. Et il indiquait que je passais en moyenne un peu plus de 3h30 par jour sur les applications de réseaux sociaux. Je suis restée à regarder ce chiffre pendant un moment, parce que je n'arrivais même pas à imaginer à quel moment cela se produisait. Parce que tu ne t'asseyais pas pour des sessions de 3h30 d'un coup.
C'était juste présent partout, comme un fil qui traversait le reste de la journée. Chaque vide, chaque pause, chaque moment entre deux choses. Et le plus étrange, c'est que même si ce temps a bien existé, on n'a souvent pas grand-chose à en garder mentalement. Tu ne pourrais même pas me dire ce que tu as vu pendant la plus grande partie de ce temps. Ça a simplement défilé devant tes yeux. Alors que si tu avais passé 3 heures et demie à lire, à regarder un film ou à faire autre chose, il t'en resterait quelque chose. Un souvenir de l'expérience, quelque chose que tu as appris, quelque chose auquel tu as pensé. Alors que le fait de faire défiler s'évapore presque aussitôt. Et je pense que c'est une partie de cette insatisfaction dont je parlais au début. On a dépensé du temps, un vrai temps, en quantité importante, et à la fin, on ne sait même pas vraiment ce qu'il nous en reste. J'aimerais qu'on parle du côté émotionnel, parce que je pense que c'est la partie la plus discrètement puissante de tout ça. Et aussi la plus difficile à voir clairement. Oui, c'est plus comme un changement d'arrière-plan. On va bien, on prend son téléphone, on fait défiler un moment, on le repose, et on va un tout petit peu moins bien. Pas mal, pas bouleversé, juste 1 ou 2 degrés en dessous d'avant. Parce que ce n'est pas spectaculaire. Ce n'est pas comme si on ouvrait Instagram et qu'on se mettait à pleurer. C'est bien plus discret que ça. Et la comparaison joue un rôle important là-dedans, mais pas sous la forme d'une jalousie dramatique. Je veux vraiment être claire sur ce point, parce que quand on entend parler des réseaux sociaux et de la comparaison, on pense souvent, bien sûr, je sais qu'il ne faut pas me comparer aux influenceurs. Mais ce n'est pas vraiment ça. Et comme le changement est minuscule, on ne remarque pas sa cause. On ne se dit pas « Ah, c'est à cause du scroll ». On pense juste qu'on est un peu fatigué, ou que c'est simplement une journée comme ça. C'est plutôt le fait de voir le week-end d'une amie. Pas une célébrité, juste une amie. Et d'avoir une toute petite réaction. Pas exactement de la jalousie, juste une impression vague, comme si ton propre week-end avait été un peu plus petit, ou comme si la vie semblait plus remplie chez les autres. C'est beaucoup plus ordinaire que ça n'en a l'air. Mais la sensation, elle, ne se soucie pas de ce que ton cerveau sait déjà. Oui, parce qu'on sait très bien que ce que les gens publient est sélectionné. On sait qu'on ne voit que les meilleurs moments. Notre cerveau sait tout ça. Et ce n'est même pas toujours à propos de la vie des autres. Parfois, ce sont les opinions. Sur les réseaux sociaux, on voit énormément d'avis très affirmés. Tout le monde semble avoir une position sur tout. Et à force, cet environnement peut donner l'impression que tous les autres ont compris des choses qui nous échappent. Oui, la sensation suit sa propre logique, indépendamment de ce qu'on sait rationnellement. Tout le monde paraît tellement sûr de lui. Et si on est juste là à vivre sa vie sans avoir un avis très fort sur tout, on peut finir par avoir l'impression qu'il nous manque quelque chose, comme si tout le monde participait à quelque chose dont on est exclu. Ce n'est pas réel, mais la sensation, elle, existe quand même. Il y a aussi la question de l'attention, et ça, je trouve ça particulièrement intéressant, parce que ça nous affecte même quand on n'est pas sur les réseaux sociaux. Et on emporte ça avec soi dans sa journée sans même savoir d'où ça vient. Les réseaux sociaux sont construits autour du changement constant. Une publication, puis une autre, puis une publicité, puis une story, puis une vidéo courte, puis encore autre chose. Rien ne reste stable. Tout change en quelques secondes. Et si c'est l'environnement dans lequel on passe beaucoup de temps, le cerveau finit par se régler sur ce rythme. Explique un peu ça. Ensuite, quand on essaye de faire quelque chose qui demande de rester au même endroit mentalement, lire un long article, écrire, avoir une conversation sans distraction, travailler sur une seule tâche pendant 1 heure, le cerveau devient inconfortable. Pas de manière spectaculaire, mais il s'agite, comme s'il attendait que la prochaine chose apparaisse. Il s'habitue au passage constant d'une chose à l'autre. Je le ressens surtout avec la lecture. Avant, je pouvais lire longtemps sans même y penser. Et maintenant, et je ne suis pas fière de le dire, je remarque qu'au bout de quelques pages, j'ai une petite envie de vérifier quelque chose. Comme si mon attention était attirée vers un écran alors même que j'ai un livre dans les mains. Et le livre n'a rien fait de mal. Il est simplement plus lent. Il ne se met pas à jour. Il ne t'apporte pas une nouvelle information toutes les 3 secondes. Et ton cerveau a été entraîné à attendre ça. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus lire, on le peut encore. Mais ça demande plus d'efforts conscients que ça ne devrait probablement en demander. Il faut presque aller contre cette attraction au lieu de lire de façon naturelle. Donc l'immobilité d'un livre semble presque étrange, ou du moins plus difficile qu'avant. Oui, et je pense que c'est l'un des coups les moins évoqués d'un usage intensif des réseaux sociaux. Pas seulement le temps, pas seulement l'humeur, mais la manière dont cela affecte notre capacité à nous installer dans une seule chose
et à y rester. Et c'est fatigant d'une façon qui ne l'était pas avant. Exactement. Et c'est quelque chose qu'on ne voit vraiment qu'au moment où on fait une pause. Quand on enlève ce changement constant et qu'on laisse le cerveau rester quelque part pendant un moment, on commence à sentir que la qualité de son attention change, pas seulement la quantité de son temps. Ce qui nous amène au cœur de l'épisode d'aujourd'hui, une journée sans réseaux sociaux. Essayons vraiment d'imaginer à quoi cela pourrait ressembler, de façon réaliste. Normalement, le réveil marque aussi le début du défilement. J'éteins l'alarme et j'ouvre déjà Instagram. C'est un seul mouvement. Alarme coupée, application ouverte. Il n'y a presque pas une seconde entre les deux. Donc, le réveil sonne. Normalement, qu'est-ce qui se passe ? Lors d'un matin sans réseaux sociaux, le réveil sonne, tu l'éteins, et puis il n'y a rien. Juste toi, allongé, réveillé, sans fil d'actualité à ouvrir. C'est fou comme c'est automatique. Le réveil agit presque comme un déclencheur. Oui, ta main peut même bouger vers le téléphone par habitude, puis tu te rappelles « Ah oui, pas aujourd'hui ». Dit comme ça, cela semble paisible, mais en réalité, je pense que la première sensation serait plutôt une forme d'incomplétude, comme si tu cherchais quelque chose qui n'était plus là. Et ensuite, tu restes juste là, allongé. Ça paraît très simple, mais pour beaucoup de gens, c'est devenu assez inhabituel. Être simplement réveillé, laisser son esprit émerger à son propre rythme, sans le remplir tout de suite avec le contenu de la vie des autres. Et après ? Après ces premières minutes, je pense qu'il se passe quelque chose. Les pensées du matin redeviennent simplement tes pensées à toi. Ce que tu dois faire aujourd'hui, comment tu as dormi, ce que tu attends avec impatience, ce qui t'inquiète un peu, sans que 20 autres vies soient déjà venues se superposer dans ta tête. Je crois que les premières minutes paraîtraient étranges, presque inconfortables. Non pas parce qu'il se passe quelque chose de mauvais, mais parce que ce serait inhabituel. Il y aurait un vide dans la routine, et au début, les vides semblent faux. Et c'est une différence importante, parce que normalement, au moment où j'ai fini mon petit tour du matin sur mon téléphone, j'ai déjà traité, de manière légère mais réelle, ce que peut-être 15 ou 20 personnes font, leurs photos, leurs opinions, leurs nouvelles, alors que je ne suis même pas encore sortie du lit. Donc ta tête est déjà bien remplie avant même que ta journée ait techniquement commencé. Oui, alors que lors d'un matin sans réseaux sociaux, cet espace reste vide dans le bon sens du terme, comme un bureau qu'on aurait rangé. Ce sont justement les moments où l'habitude agit le plus, parce qu'il y a tellement de petites pauses dans une routine du matin. Attendre que le café passe, attendre que l'eau de la douche chauffe, rester debout devant le miroir. Ce sont tous des moments où, normalement, le téléphone apparaît. Et pour le café, le temps de se préparer, tous ces petits entre-deux du matin. On reste là, on attend, on regarde autour de soi, on pense à quelque chose, ou à rien de particulier. Et sans téléphone, ces moments redeviennent juste des moments. Ou juste un peu ennuyeux si on veut être tout à fait honnête. Les deux peuvent être vrais. Mais il y a aussi quelque chose dans ces instants où on les laisse vraiment tranquilles. Le cerveau fait enfin ce qu'il n'a normalement pas l'occasion de faire le matin. Il se pose, tout simplement. Dit joliment, ça sonne presque méditatif. Oui, et les deux peuvent être vrais. Et je pense que ça compte. Pas de façon spectaculaire, pas dans un grand sens qui change toute la vie, mais dans une petite manière quotidienne. La façon dont on commence sa matinée influence vraiment l'état de son esprit pendant les premières heures. Au lieu d'être immédiatement happé par un flux. Même si ce bruit n'est que du contenu sur un écran, ça reste du bruit. Cela reste une forme d'entrée. Cela veut dire que ton cerveau travaille dès le premier instant où tu ouvres les yeux. Un début de journée calme contre un début de journée bruyant. Et le petit déjeuner est un grand point aussi, parce que j'ai l'impression que manger et faire défiler sont devenus tellement liés pour beaucoup de gens qu'on ne les sent presque plus comme deux activités distinctes. D'accord, continuons dans la journée. Le petit déjeuner. C'est devenu tellement normal que manger sans écran donne presque l'impression qu'il manque quelque chose, comme si le repas était incomplet. Moi, je prends mon petit déjeuner avec mon téléphone presque tous les matins. Je n'en suis pas fière, mais c'est la vérité. La nourriture dans une main, le téléphone dans l'autre, ou bien le téléphone posé contre quelque chose pendant que je mange. Et je pense que la première réaction de la plupart des gens serait « c'est bizarrement silencieux ». Lors d'un matin sans réseaux sociaux, tu t'assieds pour manger et la table redevient juste une table. Ton repas redevient simplement ton repas. Rien d'autre ne se passe en même temps. J'ai essayé ça une fois. Je me suis vraiment assis à table, j'ai pris mon petit déjeuner correctement, et je me suis contenté de regarder par la fenêtre.
Et pendant les premières minutes, honnêtement, je ne savais même pas quoi faire de moi-même. Mes mains avaient envie d'attraper quelque chose. Parce que oui, c'est calme. C'est juste toi qui manges dans la pièce où tu te trouves. C'est ce qu'a toujours été le petit déjeuner autrefois, et aujourd'hui cela paraît presque inhabituel. Oui, mais ensuite c'est passé, et j'ai vraiment goûté ce que je mangeais. Ça a l'air d'une blague, mais ce n'en est pas une. Quand on fait défiler pendant qu'on mange, on ne mange pas vraiment. On se contente de se ravitailler pendant que notre attention est ailleurs. Même sans le téléphone, il reste parfois ce geste d'habitude, cette envie de tendre la main vers quelque chose. Et sans écran, le repas redevient l'expérience en lui-même, ce qui était honnêtement plus agréable. C'est un petit détail, mais c'était plus agréable. La nourriture devient simplement du carburant, et c'est l'écran qui devient la vraie expérience. Parlons de la journée de travail, parce que c'est là que les choses se compliquent. Une grande partie de l'usage des réseaux sociaux pendant le travail se glisse dans les vides. Les pauses, les transitions, les moments entre deux tâches. Oui, tout devient automatique. À chaque vide, le téléphone vient le remplir. Et pour la plupart d'entre nous, la réponse est le téléphone. On a l'impression de faire une pause, mais en réalité, on a juste changé de type d'activité mentale. C'est plus léger peut-être, mais ça reste une forme d'effort. Et le problème, c'est que faire défiler les réseaux sociaux pendant une pause, ce n'est pas vraiment se reposer. On continue à consommer, à traiter des choses, à avoir de petites réactions. Le cerveau continue à travailler. Alors que si, pendant une pause, on se reposait vraiment, on sortait 5 minutes, on regardait par la fenêtre, on allait chercher un verre d'eau, on restait juste debout dans la cuisine à ne rien faire, ce serait plus réparateur, parce que le cerveau aurait une vraie pause. Au lieu de simplement changer de chaîne. Oui, mais c'est là qu'il y a un compromis, non? Parce que faire défiler, c'est vraiment divertissant. Ce n'est pas rien. C'est agréable, c'est stimulant. Regarder par la fenêtre n'apporte pas le même plaisir immédiat. C'est vrai. Faire défiler, c'est changer de canal. Ce n'est pas un vrai temps d'arrêt. Et pendant une journée de travail sans réseaux sociaux, les pauses sembleraient peut-être davantage être de vraies pauses, même si elles paraîtraient aussi moins divertissantes. Comme si la pause n'avait pas tout à fait rempli sa mission. Mais il est possible qu'on revienne au travail avec une sensation de repos plus réelle. Alors qu'après une pause passée à faire défiler, on se sent parfois un peu plus dispersé qu'avant. Et l'attente alors? Parce que je pense que c'est l'une des choses les plus révélatrices quand on parle de nos habitudes avec le téléphone. Oui, complètement. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des gens gèrent l'attente de la même manière. Attendre dans une file, attendre quelqu'un qui a 5 minutes de retard, attendre un café à emporter, attendre à un feu rouge quand on est passager. Téléphone sorti, application ouverte, temps disparu. On est devenu tellement habile pour effacer l'expérience d'attendre qu'on a presque oublié ce que ça fait réellement. Lors d'une journée sans réseaux sociaux, tu fais la queue au supermarché et tu attends, tout simplement. Tu regardes autour de toi. Tu remarques la personne devant toi. Tu entends peut-être une conversation à côté. Tu regardes les produits sur l'étagère près de toi. Le temps passe, mais tu le sens passer. Et ça peut sembler lent. Je ne veux pas faire semblant du contraire. Ça peut vraiment sembler lent. 2 minutes peuvent donner l'impression d'en durer 4. Et ta main ira probablement vers ton téléphone sans même que tu l'aies décidé. Puis tu le remettras dans ta poche. Et tu resteras simplement là. Et je me demande ce qu'on perd quand on ne se permet jamais d'attendre vraiment. Parce que l'attente, la vraie attente sans divertissement, c'est aussi le moment où l'on pense, où le cerveau tourne au ralenti et produit ses propres choses. Des pensées aléatoires, des souvenirs anciens, des idées, des choses qu'on voulait remettre en ordre depuis longtemps. Et c'est très bien comme ça. Attendre fait simplement partie du fait d'être vivant. Cela a toujours fait partie de la vie. C'est juste qu'on est devenu très bon pour le cacher. C'est comme la différence entre une route très fréquentée et une petite rue calme. La rue calme reste une rue, bien sûr, mais certaines choses peuvent s'y produire, et pas sur la route encombrée, simplement parce qu'il y a de l'espace. Ce genre de pensée qui ne peut pas apparaître quand on dirige sans cesse son attention vers quelque chose. Et pour beaucoup de gens, les réseaux sociaux ont transformé toutes les rues en routes très fréquentées. Alors que l'esprit a besoin de quelques rues calmes. Et puis arrive la partie la plus difficile de toutes, le soir. Parce que c'est le moment où la plupart des gens se détendent, et les réseaux sociaux sont devenus tellement intégrés à cette détente qu'ils sont presque, à eux seuls, la définition de ce moment.
Parlons donc du soir, parce que je pense que c'est sincèrement la partie la plus difficile d'une journée sans réseaux sociaux. On rentre chez soi, ou on finit sa journée de travail, on s'assoit, on attrape son téléphone, on met peut-être quelque chose à la télévision en même temps, et on regarde à moitié l'écran, à moitié le téléphone, avec l'impression d'être complètement en train de se détendre. Même si je me demande si c'est vraiment une détente complète, parce que là encore, on continue à consommer, on continue à traiter des choses. Le corps se repose, mais le cerveau, lui, fait encore quelque chose. Oui, et je ne pense pas que cette idée soit totalement fausse. Profiter d'un contenu le soir, c'est tout à fait normal et légitime. Mais cela paraît reposant parce que le contenu est agréable et qu'on n'est plus au travail. Et c'est souvent comme ça que les gens définissent la détente. Je pense pourtant qu'en l'absence des réseaux sociaux, on remarquerait plus clairement sa fatigue. Normalement, le défilement apporte une stimulation légère mais constante qui masque en partie le vrai niveau de fatigue. Sans cela, on pourrait s'asseoir et se dire « Ah, en fait, je suis vraiment fatigué ». Et alors, que se passe-t-il lors d'une soirée sans réseaux sociaux ? On pourrait se coucher plus tôt, ou lire vraiment, ou regarder quelque chose correctement, avec toute son attention, au lieu de jeter un œil à moitié à l'écran pendant qu'on fait défiler autre chose. Une attention entière, au lieu d'être divisée entre la télévision et le fil d'actualité. C'est quelque chose que j'ai remarqué les jours où j'utilise peu mon téléphone. J'apprécie davantage ce que je regarde, simplement parce que toute mon attention est réellement dessus. Et peut-être qu'on aurait une conversation plus longue avec quelqu'un avec qui on vit, qu'on appellerait un ami, ou qu'on resterait assis tranquillement un moment. Certaines personnes trouvent cela inconfortable, d'autres trouvent cela finalement assez agréable. Oui. On peut regarder une seule chose et avoir vraiment l'impression d'avoir vécu une expérience, au lieu de regarder quelque chose tout en faisant défiler, puis d'arriver à la fin sans vraiment se souvenir correctement, ni de l'un, ni de l'autre. Comme si le système nerveux comprenait peu à peu qu'il n'avait plus besoin de rester en alerte pour recevoir une nouvelle information, et qu'il pouvait enfin rester immobile. Je pense que beaucoup de gens seraient surpris de découvrir que ce serait un mélange des deux. Un peu inconfortable au début, puis progressivement de plus en plus agréable. J'aimerais revenir à quelque chose que j'ai dit tout au début, parce que j'y ai repensé pendant qu'on parlait. Cette impression d'être étrangement insatisfaite. Je crois que c'est la partie la plus importante à vraiment comprendre. Et c'est aussi une forme de soulagement en soi. C'est étrange, parce qu'on ne peut pas facilement en désigner la cause. Avec la plupart des choses qui nous font nous sentir mal, il y a une raison claire. On est fatigué parce qu'on n'a pas assez dormi. On est stressé parce qu'on a une échéance. On est triste parce qu'il s'est passé quelque chose. Mais cette insatisfaction-là n'a pas de nom précis. Elle est simplement là. Pourquoi est-elle si étrange, cette insatisfaction ? Justement. Et je pense que beaucoup de gens portent cette sensation sans jamais la relier à leurs habitudes avec le téléphone, parce que le téléphone est simplement là. Il a toujours été là, ou en tout cas c'est l'impression qu'on a. C'est une présence tellement constante qu'elle devient presque invisible comme cause possible de quoi que ce soit. Et on ne peut pas vraiment en sortir par la seule logique, parce qu'on ne sait même pas clairement contre quoi on essaie de raisonner. Oui. C'est comme essayer de remarquer l'air qu'on respire. On ne le remarque pas parce qu'on est toujours dedans. Et pour beaucoup de gens, les réseaux sociaux sont devenus comme ça. On est toujours dedans. Alors on ne pense jamais à se demander à quoi ressemble la vie sans eux. C'est comme essayer de remarquer l'air. Et je pense que c'est là la vraie valeur d'une journée sans réseaux sociaux. Non pas parce que cela résout tout. Non pas parce que ce serait une sorte de remède ou de grande remise à zéro. Mais simplement parce que cela donne assez de distance pour voir enfin dans quoi on se trouvait depuis tout ce temps. Jusqu'au moment où on en sort, ne serait-ce qu'un peu. Oui, juste un peu. Parfois, c'est tout ce qu'il faut. Un peu de recul parfois, c'est déjà énorme. Il y a aussi quelque chose que j'aimerais nommer, parce que je pense que c'est important. On a beaucoup parlé des effets des réseaux sociaux, mais on n'a pas encore vraiment parlé de ce qu'ils apportent réellement. Et je ne pense pas qu'on devrait regarder seulement un seul côté. C'est vrai, et c'est important de le dire. Parce que pour beaucoup de gens, les réseaux sociaux sont une manière de rester en contact avec leur famille qui vit loin, avec des amis qu'ils ne voient pas assez souvent, avec des communautés liées à ce qui les intéresse vraiment, des loisirs, des passions, des réseaux de soutien. Et c'est aussi, très sincèrement,
Une source d'information, de divertissement, d'humour et de créativité. Il y a beaucoup de bon là-dedans. Du vrai bon, pas seulement une idée abstraite du bon. Donc cette conversation ne consiste pas à dire qu'il faudrait tout supprimer. La vraie question, c'est plutôt à quoi ressemble concrètement ta relation avec les réseaux sociaux ? Et est-ce que c'est réellement la relation que tu choisirais si tu étais pleinement conscient de ta manière de les utiliser ? Parce qu'il y a une grande différence entre utiliser les réseaux sociaux pour rester en lien avec les gens qu'on aime ou pour trouver des choses qui nous intéressent vraiment et faire défiler automatiquement simplement parce qu'on ne sait pas quoi faire d'autre de ses mains. Et la plupart d'entre nous font les deux, dans des proportions différentes selon les jours. L'un relève d'un choix. L'autre est une habitude qui tourne presque toute seule. Oui, et une fois qu'on le voit clairement, même si on décide de continuer exactement comme avant, au moins, cette fois, c'est une décision. Ce n'est plus seulement quelque chose qui nous entraîne. Au fond, la vraie question n'est pas vraiment de savoir si les réseaux sociaux sont bons ou mauvais. La vraie question, c'est plutôt « Est-ce que je sais ce que je suis en train de faire, là, maintenant ? Est-ce que je le choisis ou est-ce que ça se produit tout seul ?» Tu veux dire quoi par là ? Une chose que j'ai remarquée, et je pense que cela rejoint tout ce dont on parle depuis le début, c'est que les jours où je suis moins sur mon téléphone, j'ai davantage mes propres pensées. De vraies pensées à moi. Mes propres idées, mes propres observations sur ce qui se passe autour de moi, les choses que j'ai envie de faire, de comprendre ou de réfléchir. Les jours où j'utilise beaucoup mon téléphone, ma tête est surtout remplie du contenu des autres, des pensées des autres. Et les jours plus légers, il y a plus de place pour les miennes. C'est une très belle façon de le dire. La vie intérieure a plus d'espace. Et ce n'est pas que ces pensées soient particulièrement brillantes ou importantes. Elles sont souvent très ordinaires. Ce que j'ai envie de cuisiner, quelque chose que je dois régler depuis un moment, un souvenir qui remonte sans prévenir. Mais elles viennent de moi. Elles viennent de ma propre tête, au lieu d'être seulement des réactions à quelque chose que j'ai vu passer. Et je pense que ça compte plus qu'on l'imagine, parce qu'une grande partie de ce que nous sommes, de la manière dont nous ressentons notre vie, de ce que nous voulons vraiment, se construit dans ces moments calmes et ininterrompus où nous sommes simplement avec notre propre esprit. Et si ce temps est constamment rempli par du contenu extérieur, on en perd une partie. C'est un changement subtil, mais c'est un changement réel. On devient davantage un récepteur qu'un penseur. Honnêtement, oui, un peu. Pas de manière dramatique. Je n'ai rien supprimé, je n'ai pas fait de grande détox numérique. Mais je remarque des choses que je ne remarquais pas avant. Par exemple, je prends mon téléphone et je me surprends à le faire automatiquement. Et parfois, je le repose tout simplement. Non pas parce que je me l'interdis, mais juste parce que je l'ai remarqué. Et dans ce moment précis, je préfère ne pas y aller. J'ai envie de te poser une question très honnêtement. Après tout ce que tu as observé et compris, est-ce que tu utilises vraiment les réseaux sociaux différemment aujourd'hui par rapport à avant ? Oui, simplement le fait de remarquer change déjà quelque chose. Ça n'a pas l'air énorme, mais cela modifie un peu la dynamique. On passe de quelque chose qui nous arrive à quelque chose qu'on est au moins en partie en train de regarder arriver. Et cette distance suffit à rendre de petits choix possibles. C'est ça, l'essentiel, non ? Le fait de remarquer. J'essaie quelque chose de semblable moi aussi. Pas des règles, pas des restrictions, juste cette petite question de temps en temps. Est-ce que j'ai vraiment envie d'ouvrir cette application maintenant ou est-ce que je tends juste la main par habitude ? Et parfois, la réponse est sincèrement oui, j'en ai envie. Et parfois, c'est non. Pas vraiment. Et quand c'est non, tu fais quoi à la place ? Rien de très intéressant, en général. Je n'ouvre simplement pas l'application, je reste là 1 minute, je regarde par la fenêtre, ou je reviens à ce que j'étais en train de faire. Rien de spectaculaire. Mais justement, c'est un choix, au lieu d'un réflexe. Oui. Et d'une certaine manière, rien que ça change la sensation, même si le comportement n'est pas radicalement différent. Bon, je pense qu'aujourd'hui on a couvert beaucoup de choses. On a parlé du comportement automatique, du temps et de la manière dont il disparaît, des effets émotionnels silencieux, de l'attention et de ce qu'un usage intensif des réseaux sociaux lui fait, et aussi de ce à quoi pourrait vraiment ressembler une journée sans réseaux sociaux, du matin jusqu'au soir. Oui. Et aucune de ces choses n'est simple. Rien n'a une réponse parfaitement nette.
Mais je pense que tout cela mérite qu'on s'y arrête un moment. Parce qu'au fond, la plupart d'entre nous ne se sont jamais vraiment arrêtés pour regarder tout ça. Les réseaux sociaux sont arrivés, ils sont devenus une partie de la vie, et maintenant ils sont simplement là. Et nous avons tous fini par accepter cela, comme si c'était la forme normale des choses, sans jamais vraiment le choisir. Et peut-être que cela vaut la peine de faire l'expérience pendant une seule journée, juste pour voir, juste pour remarquer ce qui est réellement là quand le fil d'actualité n'est plus là. Et si, au final, tu reviens vers les réseaux sociaux, ce sera peut-être d'une manière plus consciente. Et ça aussi, c'est utile. Parce qu'alors tu sauras que tu es revenu par choix, et non simplement parce que tu t'y es laissé entraîner de nouveau. Ou peut-être pas. Et c'est très bien aussi. Il ne s'agit pas d'une prescription. Tu peux essayer et te dire « Honnêtement, ça m'a manqué et je suis contente d'y revenir. » Et ça aussi, c'est une information utile. On voudrait vous laisser avec une question. Et on aimerait vraiment lire vos réponses dans les commentaires. Parce que, sincèrement, les commentaires sous ce podcast font partie de ce qu'on préfère. Et on les lit vraiment. Savoir faire la différence entre se laisser porter et choisir consciemment, ça a de la valeur, quel que soit le choix qu'on fait ensuite. D'après vous, qu'est-ce qui changerait en premier si vous passiez une journée sans réseaux sociaux? Votre temps, parce que vous en auriez soudain plus, ou au moins vous le remarqueriez différemment? Votre humeur, parce que le bruit de fond silencieux de la comparaison et des moments forts des autres se mettrait enfin à se taire? Ou votre concentration? Ou peut-être quelque chose d'entièrement différent auquel nous n'avons pas pensé. On est vraiment curieux de savoir ce que vous en pensez. Et même si vous n'avez jamais essayé, quelle est votre intuition? Ce sujet nous fait réfléchir tous les deux depuis longtemps, et ça nous a fait du bien d'en parler vraiment, avec un langage naturel et un rythme réel. Faites confiance à votre intuition. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous aujourd'hui. Cela compte sincèrement pour nous. Si vous apprenez le français et que vous avez trouvé cet épisode utile ou simplement intéressant, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. D'autres conversations comme celle-ci arrivent bientôt. De vrais sujets, de vraies conversations, du vrai français. C'est exactement pour ça que nous sommes là. Merci de votre écoute. On se retrouve dans le prochain épisode. Prenez bien soin de vous.